Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui je suis en compagnie de Laurane, associée chez Ethos. Je suis super content de t'accueillir. Je me suis fait accompagner par toi, l'équipe Growth Hiring s'est fait accompagner par Ethos et dont toi, notamment à la prise de parole en public. Donc c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. Comment tu vas déjà, Laurane? Salut Alexis, merci de me recevoir, c'est un plaisir aussi pour moi. Écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va, très bien. Journée chargée en ce moment. C'est trop cool, ça grandit vite, donc c'est bien. Et départ au Maroc demain. Donc bientôt, faut que je fasse ma valise comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Donc voilà. Ouais, ouais, je pense. Le départ est demain, donc ça va être top. Et est-ce que tu peux te présenter, du coup, Laurane, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, alors moi je m'appelle Laurane Cotin, j'ai 26 ans. Je suis associée et formatrice pour une boîte donc, qui s'appelle Ethos et qui est dédiée à la formation à la prise de parole en public. C'était pas du tout ma destinée. En fait, au départ, je m'étais lancée dans des études de médecine. Ça a pas duré vu mon niveau en maths. Et finalement, je me suis réorientée en droit. Et aujourd'hui, je suis diplômée avocate et fière d'enseigner l'éloquence auprès de lycéens, d'entrepreneurs, d'étudiants et d'entreprises. Trop bien. Donc c'est génial, tu as eu un parcours avocat pour après avoir un... En gros, tu as développé une compétence oratoire que tu enseignes du coup aujourd'hui. Pourquoi tu as décidé justement de aller plus sur ce chemin de l'entrepreneuriat, de prendre des risques, on va dire, et au final d'enseigner cet art? Pour être tout à fait honnête avec toi, en fait, c'est pas le chemin de l'entrepreneuriat qui m'a boostée, c'est vraiment l'enseignement de la prise de parole. Je suis quelqu'un à l'origine de vraiment timide, de réservée, d'anxieuse même à prendre la parole. Et j'ai réussi, grâce à de l'entraînement, grâce à de l'apprentissage, à prendre la parole petit à petit devant un petit groupe de personnes, puis un plus grand groupe. Et je suis tellement fière aujourd'hui de pouvoir prétendre d'enseigner cette matière. J'aimerais que tout le monde puisse partager ce que j'ai vécu et que tout le monde soit capable aujourd'hui d'exprimer son message de manière claire et de manière confiante. Génial. C'est top parce que tu en as parlé du coup du stress de la prise de parole en public. C'est l'objectif de l'épisode. Comment combattre ce stress? Déjà, toi, tu l'as vécu, tu l'as dit, et tu as réussi à le surpasser. Donc, j'imagine que tu vas nous partager justement tes méthodes et tes conseils. Mais tout d'abord, comment tu as appréhendé ce stress-là? C'est quoi un peu pour toi le stress avant de prendre avant de prendre la parole? C'est une super question, ça, Alexis. Qu'est-ce que c'est le stress avant de prendre la parole? C'est plein d'émotions qu'on ressent, c'est plein de choses qui vont se manifester physiquement et psychologiquement. Par exemple, on va trembler, on va transpirer, on va rougir. Et psychologiquement, on va perdre ses idées. C'est souvent ce que les gens me rapportent le plus souvent. Et c'est souvent ce que je craignais, c'était perdre mes idées avant de prendre la parole à l'oral. Je ne sais pas si toi aussi, c'était un peu tes ressentis au début. Souvent, c'est ce que les gens partagent. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que le stress, tu vois, le plus gros stress que j'ai eu, je crois que c'était pendant la Founders Night. Donc là, tu sais, je devais pitcher devant 500 personnes, donc j'avais jamais fait ça de ma vie. Et vient le moment où il y a la personne avant moi qui passe. Donc pendant qu'elle fait son pitch, moi, je pense que mince, ça arrive bientôt, quoi. Donc la pression monte jusqu'au moment où on annonce ton nom. Et là, en fait, t'es obligé, quoi. Là, tu te lances dans un truc.
Et j'ai l'impression que ce stress redescend, tu vois, à ce moment-là, quand tu commences à te dire, bon, bah, c'est bon, je suis dedans. Mais le avant d'être dedans, avant d'être dans le flow, effectivement, tu appréhendes, tu as la gorge qui est serrée, tu as du mal à respirer, tu as les mains moites. Vraiment, tu pas dans les bonnes conditions, quoi. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Et j'imagine qu'il y a des stress qui sont différents. Il doit y avoir différents types de stress. Comment tu les... Est-ce que tu sais, du coup, quels sont les stress différents qu'on peut avoir? Alors, tu as bien raison et tu connais bien le sujet, parce que oui, Alexis, il existe, 3 types de stress. En fait, c'est 3 catégories de stress qu'on va classer en fonction de leurs intensités principales. Tout d'abord, tu vas avoir, un stress plutôt accidentel. C'est un stress aigu qui va se manifester, lors par une réaction vraiment de courte durée. Et ce stress-là, il arrive dans des événements soudains, des situations d'urgence, par exemple quand on était petit, des interros surprises. Aujourd'hui, ce serait plus un appel d'un client qui fait peur, ça t'a sûrement déjà arrivé. Voilà, c'est vraiment une situation de courte durée, panique à bord. Et alors là, on stresse, on a ce stress accidentel qui va pas durer longtemps, mais qui est très intense. Ensuite, on va avoir le stress moyen. Ce deuxième type de stress, c'est un stress qui va durer plus longtemps que le stress aigu et qui va être d'une intensité un peu plus forte. C'est généralement en fait le stress qu'on va rencontrer, comme tu l'as eu quelques jours avant la Founders Night. C'est quelques jours avant une conférence, avant une présentation, et même le jour J de ta conférence. C'est ce stress-là qui va se traduire par des tremblements, des joues rouges, de la transpiration, enfin bref, un inconfort absolu à la fois physique et psychologique. On va travailler ce stress-là. On va le travailler parce que une fois qu'il est maîtrisé et il est quand même relativement facilement maîtrisable, il va nous permettre de favoriser notre performance. Donc c'est vraiment un stress qu'on va appeler un stress productif. Hmm. À l'inverse de ça, tu vas avoir le stress hyper fort, ça c'est le plus haut niveau de stress. C'est un stress qui va se matérialiser par des angoisses, de l'anxiété, et qui va vraiment avoir un impact direct sur nos prises de parole. C'est un stress qui va nous faire perdre la mémoire, même si tu connais par cœur ta présentation. Et alors ça, c'est ce qu'on va appeler un stress contre-productif. Super clair. Donc, stress aigu peut survenir un petit peu à des moments un peu soudains, quoi. Ouais. Stress moyen, préparation, etc. Tu es un peu anxieux, bah, pas forcément anxieux, mais plutôt tu es stressé par un événement qui va arriver. Et après, le stress fort, où c'est plutôt de l'anxiété, c'est un peu plus profond. C'est peut-être même des choses chroniques qui peuvent être du passif et qui là va te faire vraiment perdre tous tes moyens, donc, comme tu le dis, et perdre ta présentation et tout oublier. Exactement. Génial. Et du coup, bah, ces stress-là, donc tu as différentes typologies de stress. Hem, Toi, c'est lequel que tu vois déjà le plus souvent, chez, bah, tes clients, chez les personnes que tu accompagnes en général? Alors déjà, j'insiste sur une question qui m'a encore été posée aujourd'hui et pour nos auditeurs, tout le monde stresse. Mmh. Il n'y a personne qui ne stresse pas. Souvent, on me dit, mais comment tu fais pour ne plus être stressé? En fait, je ne suis pas plus stressée. Le but, ce n'est pas de supprimer votre stress. Même si j'avais aujourd'hui une baguette magique pour vous supprimer votre stress, je le ferai même pas parce que c'est ce stress-là qui va vous aider à aller plus loin. C'est ce stress-là, pardon, qui va nous aider à nous faire sentir toujours en train de s'améliorer. Donc le stress que je vois après le plus souvent pour répondre à ta question, Alexis, euh, le plus commun, je dirais que c'est le stress moyen. C'est souvent les personnes qui recherchent à apprendre des techniques qui permettent vraiment de ne pas voir qu'on tremble, de plus se voir rougir, de plus se voir transpirer. Ça, c'est souvent les questions qu'on me pose et c'est souvent ce stress-là, ce stress moyen auquel les gens sont confrontés. Après, on Mmh. a aussi beaucoup de gens, hein, faut pas l'oublier, qui sont confrontés au stress fort. Mais pareil, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans ce podcast, c'est un stress qui se maîtrise. On l'emploie par un terme qui est quand même très fort, c'est le cas de le dire, qui paraît très grave.
Mais ça, c'est pas grave en réalité. Ça se travaille, ça se maîtrise. Et je vois très bien ce que tu veux dire parce que je l'ai ressenti un peu ces stress de prise de parole au début, et cetera. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, on va dire, naturel et qui vient et qu'il faut accepter. Et c'est une sorte d'énergie qui est de base, on va dire, négative ou qui peut te mettre dans le mal et qu'il faut retourner à ton avantage pour en faire un truc ultra positif où tu as la pêche, tu as la patate, tu dégages une énergie genre super forte et en gros, tu prends du plaisir, quoi. Et ça devient ton moteur. Donc ça, je trouve ça super intéressant, tu vois, de transformer un peu cette énergie. Et justement, c'est un peu le but. Aujourd'hui, comment tu gères ton stress? Quelles seraient les méthodes ou les choses que tu mets en place pour gérer ton stress? Alors ça, c'est une excellente question qui, encore une fois, est très souvent posée. La gestion du stress et la gestion des émotions, c'est pas une matière à part. C'est vraiment une matière qui va se fondre dans l'apprentissage de l'éloquence. Pour moi, un bon orateur, c'est quelqu'un qui à la fois s'exprime bien, mais c'est surtout quelqu'un qui sait s'exprimer tout en gérant son stress et en gérant ses émotions. Donc, comme l'éloquence, comme la prise de parole, ça va être quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend. Il y a toute une partie théorique et c'est quelque chose aussi qui va se pratiquer. On va s'entraîner à gérer son stress et ses émotions. Bon, alors pour éviter d'avoir un stress trop important, un stress contre-productif comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs exercices qui sont à la fois des exercices physiques et psychologiques. Et il y en a quelques-uns, Alexis, je crois que tu les connais. On l'avait fait ensemble. On va commencer déjà par un exercice de gestion du stress relatif à la respiration. Je sais Hmm. pas si ça te parle. Ouais, je vois très bien, ouais. Moi, j'étais en apnée à ce moment-là. Je me souviens très très bien. J'étais un champion de l'apnée. Et ensemble, on a découvert cet exercice de la cohérence cardiaque. Son objectif, c'est de maîtriser son débit respiratoire. C'est un débit qui a tendance à s'affoler un peu sous l'effet du stress. C'est un exercice long terme, donc c'est un exercice que je vous invite à pratiquer vraiment longtemps avant vos prises de parole. Donc, en quoi ça consiste? 3 fois par jour, vous allez prendre 5 minutes pour vous. Vous vous posez dans un endroit calme où vous êtes à l'aise et vous allez faire 6 respirations par minute. Donc, une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Pour ça, vous pouvez vous aider d'une appli que je trouve vraiment pas mal qui s'appelle Respire Relax Plus. Je vous promets, j'ai aucun partenariat mais qui va vous aider à bien gérer vos moments d'inspiration et vos moments d'expiration. Bon, après, il y a encore un autre exercice autour de la respiration. C'est la technique de la respiration carrée. Je ne sais pas si ça te parle, Alexis. Pas du tout, ça me dit rien du tout. Dis-moi. C'est vraiment un exercice court terme que je t'invite à faire juste avant une prise de parole si tu te sens stressé, si tu te sens mal à l'aise. L'objectif, c'est très simple. Tu prends 4 secondes d'inspiration. Ensuite, pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration. Pendant 4 secondes à nouveau, tu vas expirer. Et pendant 4 secondes, tu vas bloquer ton expiration. Et tu recommences à nouveau jusqu'à ce que tu te sens mieux. C'est vraiment un exercice dans lequel plus le nombre de cycles respiratoires est important et plus il va te permettre de te détendre et de diminuer le stress. Donc, je le recommande vraiment juste avant une prise de parole en public. De toute façon, c'est des exercices mécaniques, c'est physique, c'est absolument évident. Enfin, c'est prouvé en tout cas que votre tension va diminuer grâce à ça. Et du coup, ça permet de réduire la tension, se poser un peu plus et du coup respirer, en fait, avoir un meilleur flux respiratoire et pas se retrouver en apnée, c'est ça? Exactement. Avoir une tension qui diminue, donc un stress qui diminue, et ensuite avoir un débit de parole lors de sa présentation qui n'est pas trop rapide, un débit de parole qui vous permet également de prendre des respirations, d'être posé, d'être calme et donc d'être clair dans votre conférence. Trop bien.
Voilà, et puis ensuite, on va avoir d'autres exercices qui sont un peu marrants. Tu dois connaître l'exercice de la posture de pouvoir ou la posture de super-héros. Je ne sais pas si ça te parle. Du Superman, ouais. Ouais, du Ok. Superman. Bah, c'est Amy Cuddy qui, dans un TEDx en 2012, qui s'appelait Your Body Language May Shape Who You Are. Et dans ce TEDx, Amy Cuddy, elle nous raconte un truc qui est assez marrant, c'est que juste avant une prise de parole, quand tu te mets en position du super-héros, dans une position qu'on appelle de posture de fort pouvoir, automatiquement, ton taux de testostérone augmente. Je précise que la testostérone, c'est l'hormone qui va être associée à la confiance en soi et à la prise de risque. Et automatiquement également, tu as ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va diminuer. Ah, c'est J'ai fou. fait l'expérience sur plusieurs centaines de personnes et je trouve ça vachement intéressant. Pourquoi pas le faire? Je l'ai déjà tenté, ça fonctionne très bien et pourquoi pas le tester? Je vous Trop invite bien. à le faire. Très bien. Je le ferai pour la prochaine fois. Et puis voilà, après on va avoir des exercices psychologiques plus axés sur le fait de relativiser. Je vais avoir par exemple l'exercice que j'appelle l'exercice du pire et la chaîne de conséquences. Bah, en fait, cet exercice-là permet de se préparer psychologiquement à ce qui peut arriver de pire après une prise de parole. Et réaliser que finalement le pire, bah, c'est pas forcément très grave. L'objectif, ça va vraiment être de dédramatiser. Et puis ensuite, on va avoir un autre conseil, un autre exercice que je peux vous donner, c'est la méthode de l'objectif commun. Ok. Cette méthode-là, elle vous permettra de vous décentrer et de vous détendre. En fait, lors d'une prise de parole à enjeu, on va avoir tendance à se focaliser sur ses propres objectifs. Mais en fait, il est essentiel que vous vous rendiez compte que vos objectifs sont finalement liés aux objectifs aussi des membres du public qui sont venus vous écouter. Il est clair que pour atteindre leurs propres objectifs, les membres du public ont besoin que vous, en tant qu'orateur, vous atteigniez les vôtres. Si vous ne réussissiez pas votre prise de parole, bah, les membres du public risqueraient d'être déçus, de ne pas apprendre de vous. Ils avaient hâte de vous connaître, ils avaient hâte d'apprendre votre savoir. Et finalement, le fait que vous vous sentiez en sentiment d'échec, ce sentiment-là est partagé également pour le public. Donc, relativisez et dites-vous que vous avez un objectif commun avec votre public, celui de Hmm. la réussite. Génial. Super intéressant. Et c'est vrai que Samuel, du coup, ton associé, m'avait dit ça quand il m'avait coaché, en me disant, bah, toutes les personnes qui sont en face de toi, elles veulent que tu réussisses. Donc elles sont ultra bienveillantes, elles t'envoient que des ondes positives. Elles veulent pas que tu te foires, ça leur ferait trop chier. Et du coup, bah, prends ça comme une énergie trop positive. Alors qu'à l'inverse, on va souvent avoir peur du jugement, qui est un peu négatif. Et du coup, on va plus se renfermer et se demander qu'est-ce que pensent les autres. À l'inverse, ils pensent bah, justement, ils veulent votre bien, ils veulent vous aider, ils vous envoient ces ondes positives. Donc je suis entièrement aligné. Moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête, des choses que j'ai essayé de tester et de mettre en place, et j'ai l'impression que ça marche bien. Du coup, je vais vous les partager aussi. Le premier truc, c'est un truc tout simple, c'est avant une prise de parole, moi je saute. J'essaye de sauter à fond, tu vois, et de mettre mon énergie partout dans mon corps, tu vois, et que mon corps soit mouvant et vivant. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de Ah le ouais, c'est réveiller. cool. Et du coup, bah, je saute sur place, tu vois, pendant, je sais pas, 20 secondes, tu vois. Et j'écarte aussi la bouche comme ça, j'essaie de tout détendre comme ça, là. Ça marche plutôt bien. Et le deuxième truc, c'est de m'imaginer et de hacker un peu mon cerveau et me faire croire que c'est, je sais pas, la 10e fois ou la 12e fois que je fais cette conférence, tu vois, ou cette prise de parole. Et du coup, ça me met énormément confiance. Je me dis, bah, en fait, tu as déjà fait 12 fois, donc une 13e fois, c'est pas grave. Tu sais le faire, donc vas-y, éclate-toi. Et ça marche super bien aussi, je trouve, pour hacker son cerveau et vraiment avoir full confiance. Il y a Ouais, le stress, il y a la respiration. On a peu parlé, on pourrait, je pense, un peu plus parler des émotions
quel est un peu, toi, les systèmes que tu mets en place ou les conseils que tu pourrais donner à une personne qui a du mal à gérer ses émotions, donc qui peut être en colère, qui peut être, peut-être triste? Il y a aussi une phrase qu'on m'avait dit qui était, ultra intéressante, de me dire que, bah, souvent les artistes, en fait, les humoristes, ils prennent la parole, ils sont là, ils font leur one man show, mais ils ont toujours la pêche. Alors qu'en vrai, bah, ça se trouve, en fait, dans leur vie, bah, je sais pas, ils ont eu une galère aujourd'hui, ils ont peut-être, quitté, leur copain ou leur copine, mais par contre, ils doivent avoir la patate et la pêche, tu vois? Et je trouve ça super dur, de se mettre dans cet état-là et ce que je sais plus qui m'avait dit ça, mais en fait, c'est un one man show qu'ils font, tu vois? Les gens, ils ont payé pour voir ça. Ils sont là pour, tu vois, il y a des personnes, si ça se trouve, ils ont économisé, pendant des mois pour se payer cette place-là et impossible de les décevoir comme ça. Et du coup, ils arrivent à gérer ces émotions-là et faire, bah, passer outre. Et donc ça, je trouve ça ultra intéressant et j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as des méthodes justement pour passer outre ces émotions? C'est très intéressant le point que tu soulèves, la gestion des émotions. Comment on gère ses émotions, ça c'est vraiment une question compliquée et d'ailleurs je travaille encore là-dessus. Euh, pour être un peu plus clair sur le sujet, j'aimerais parler d'un schéma lié aux émotions que Nicolas Mel soulève dans son livre Silence, qui est vraiment bien. Mais avant ça, j'aimerais parler des émotions et de ce que tu viens de dire sur justement les humoristes. Mmh. Généralement, gérer ses émotions, c'est détruire ses peurs. En fait, si on observe le comportement de chacun, on s'aperçoit que le stress, c'est toujours la conséquence d'une peur. Et c'est donc sur ces peurs, sur ces émotions-là qu'il va falloir commencer par travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va quasiment faire une psychanalyse de l'orateur. On va voir comment c'est, enfin, au cours de quels derniers événements l'orateur a ressenti la peur. On va regarder pourquoi et on va essayer de transformer cette peur, cette pensée négative en pensée positive. C'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure, Alexis. À ce sujet, d'ailleurs, j'aime bien cette étude du conférencier Rémi Hermetz qui étudie les pensées et qui découvre qu'en fait, on a 60 000 pensées automatiques chaque jour. Ouais, À c'est titre énorme. indicatif, ça représente à peu près 2500 par heure et 41 par minute. Sachant que 80% de ces pensées sont négatives. Donc, comment on va faire pour transformer ces pensées négatives en pensées positives? On va utiliser le schéma réactionnel en 5 étapes. Et ce schéma-là, il faut que vous imaginiez un cercle. Un cercle dans lequel on va avoir 5 étapes. En première étape, on va avoir ce qu'on appelle la situation déclenchante. La situation déclenchante, c'est une situation de prise de parole à l'origine de l'apparition d'une émotion, souvent de la peur. Bon, cette situation déclenchante-là, elle va être différente pour chaque individu. On peut quand même constater qu'il y a des situations qui sont partagées par tout le monde. Ça peut peut-être te parler, Alexis. Par exemple, si on le plaçait avant dans un contexte particulier avec un micro ou face à une caméra, je sais pas, peut-être que tu te sentais plus stressé, ou si on te plaçait devant des interlocuteurs particuliers, par exemple, je sais pas, un investisseur ou un très grand client, Mmh. ou dans des circonstances particulières où t'as pas du tout préparé ton texte et t'es vraiment pris au dépourvu. Donc, en première étape du schéma réactionnel, on a la situation déclenchante qu'on va étudier ensemble. Ensuite, de cette situation déclenchante naît une émotion. L'émotion, bah, ça peut être la colère, la tristesse, la surprise, la peur. Et cette émotion-là, elle va s'accompagner de réactions physiologiques, physiques, psychologiques. Par exemple, je tremble, je rougis, encore une fois, j'oublie mon texte. Toutes ces réactions-là, on va réussir à les étudier et à les transformer. Sachez que les émotions, c'est pas des signes de faiblesse. En fait, ce sont des indices sur ce qui compte vraiment pour nous. Je dis ça vraiment pour que notre auditoire s'en rende compte.
les émotions, en fait, c'est pas un signe de vulnérabilité, c'est vraiment des indicateurs qui nous sont précieux et qui nous montrent ce qui a de l'importance dans nos vies. Donc voilà, dans cette deuxième étape du schéma réactionnel, donc la première, on a la situation déclenchante, la deuxième, on a l'émotion, on va étudier cette émotion. En troisièmement, après l'émotion qui survient, on va avoir une pensée inconsciente, une pensée automatique. C'est une pensée qu'on va avoir presque toujours face à une situation donnée. Et c'est cette pensée-là qui est souvent négative, qui est 80% du temps négative, qu'on va transformer en pensée positive. En quatrième étape de ce schéma, on va avoir le sentiment. Le sentiment, en fait, c'est le résultat de notre perception de l'émotion. C'est en fait de la même façon que l'émotion va se gérer au niveau physique, le sentiment, il va se gérer au niveau mental. Souvent, au bout de quelques secondes, c'est le sentiment qui va prendre le relais de l'émotion. En fait, l'émotion, c'est quelque chose qu'on va ressentir à court terme, ça va durer quelques secondes, alors que le mental, lui, il peut durer des heures, voire des jours. Pendant longtemps, on peut repenser à une prise de parole qu'on a ratée en se disant « Oh là là, le sentiment de honte que j'ai ressenti à ce moment-là ». Donc, c'est là-dessus qu'il est absolument nécessaire de travailler. Ce sentiment-là, qui est la quatrième étape de notre schéma, va aboutir à la cinquième et dernière étape qui est le comportement. Le comportement, en fait, c'est le résultat tout simplement du sentiment ressenti. On m'a posé une question qui m'a déstabilisée lors d'une conférence. J'ai répondu par de l'agressivité parce que je ne connaissais pas la réponse et c'est vraiment le sentiment qui m'est venu le premier. Enfin, le comportement, pardon, dû à mon sentiment qui m'est venu le premier. Voilà, c'est vraiment étudier ces comportements et puis les modifier. Donc en fait, l'objectif de cette analyse en 5 étapes, c'est vraiment de reconnaître les situations dans lesquelles on est à l'aise et celles pour lesquelles on ne l'est pas, de travailler, de reconnaître les émotions qu'on ressent en cas d'inconfort, mais aussi de reconnaître les sentiments qui ont créé un manque de confiance en nous et de transformer ces sentiments-là, d'essayer d'éduquer notre cerveau pour avoir des pensées positives et donc des sentiments qui ne sont plus liés au manque de confiance en soi, qui ne sont plus péjoratifs. Et ensuite, du fait de la chaîne de conséquences, notre comportement aura la réaction adaptée et une réaction qui fait moins part de notre manque de confiance en nous, de notre stress. C'est vraiment un comportement qui sera marqueur de confiance et d'optimisme et d'à l'aise à l'oral. Il est incroyable ce schéma. Si je le... Tu vois, je me suis projeté, pas forcément projeté, mais plutôt je me suis rappelé d'un moment, notamment quand on était ensemble, là, qu'on avait dîné à The Silent Odyssey, on avait créé justement un événement où on rassemble 16 entrepreneurs, le nombre peut changer, mais autour d'un dîner, sympa pour partager la quête. Et on a dû se présenter tous un à un. J'étais pas du tout prêt pour cet exercice-là. Bon, en tout cas, je savais pas du tout ce que je voulais dire. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, comme tu as dit, tu as déclencheur, un peu de stress, émotion, un peu, je sais pas si c'est de la panique, mais de l'incertitude, en gros. Après, j'ai essayé de le tourner en positif en me disant, mais c'est trop bien, en fait, t'es que avec des gens sympas. T'analyses un peu ton comportement et après, tu switches et tu changes. Ou même, une fois que c'est passé, ce truc-là reste peut-être un peu dans ta tête, mais tu sais qu'est-ce que tu dois faire mieux pour la prochaine fois. Et après, tu t'améliores. Mais c'est vrai que ces trous-là, ces 5 étapes, ça permet de s'améliorer en continu. Et même toutes les choses qu'on voit et même qu'on a vues, par exemple, ensemble, lorsqu'on avait fait le coaching, c'est vrai que c'est tout un truc où moi, je m'auto-analyse constamment. En vrai, moi, c'est un truc que je fais naturellement. Mais sur la prise de parole, le faire et en avoir conscience, je trouve ça trop, trop bien. Et ce schéma-là représente parfaitement, en fait, le schéma mental qu'il faut faire, en fait, pour s'améliorer en continu. Donc, trop bien. Trop, trop bien. Génial. Et j'aimerais terminer sur un dernier exemple qui, je pense, nous concerne tous. On a toujours eu un peu, tu vois, cette peur du jugement des autres,
cette peur du regard des autres, etc. Est-ce que toi, tu as justement des exemples pour dépasser ce truc-là, qui est un peu sociétal, qui est avec l'essor des réseaux sociaux, bref, on va pas épiloguer là-dessus, tout le monde sait. Est-ce que tu vois, toi, des mécanismes aussi qui pourraient être intéressants, pas de défense, mais plutôt pour accueillir ce truc-là et en faire quelque chose de positif? C'est une super question, Alexis. On y pense très souvent. Je pense qu'on est très nombreux à y penser souvent. On a cette peur en nous du jugement, d'autant plus qu'on est dans une société qui est de plus en plus exigeante. On se regarde à travers les réseaux, on se regarde à travers les conférences, enfin, on se regarde à travers les médias parfois pour certains. Et on a toujours peur, nous orateurs, quand on prend la parole, de se sentir jugé. Alors comment faire tout simplement? Y a plein de clés, il y a plein d'idées, mais si je vous en donne quelques-unes, déjà, la première, c'est de comprendre que tout le monde est jugé. En fait, rappelez-vous que tout le monde, y compris ceux que vous craignez de vous juger, est jugé à un moment ou à un autre. Le jugement des autres, en fait, c'est une partie inévitable de la vie. C'est pas toujours basé sur la réalité, ça ne l'est souvent d'ailleurs pas. Mais voilà, faut vivre avec et faut se dire, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à être jugé. Et ensuite, toujours dans cette peur du jugement, j'aimerais que vous preniez compte du fait que très souvent, les gens sont empathiques. Quand je demande à mes étudiants, même aux entrepreneurs avec qui je travaille ou aux salariés d'entreprise, quel sentiment vous ressentez si là, maintenant, je ne savais plus quoi dire. Là, maintenant, je m'arrête pendant ce podcast, j'ai perdu mes idées, je suis hyper stressée. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Très souvent, le sentiment premier ressenti chez les gens, c'est de l'empathie. Oh là là, ma pauvre Laurane, on a de la peine, on espère que tu vas retrouver les mots que tu veux nous dire. C'est ça qui est ressenti. Donc, pensez vraiment au fait que les gens sont majoritairement empathiques. Ensuite, très rapidement, je vous invite à développer la confiance en vous. Certes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il y a plein d'exercices à mettre en œuvre ensemble pour développer cette confiance en soi. Est-ce que tu as des exemples d'exercices, par exemple, pour développer la confiance en soi qui te viennent peut-être à l'esprit ou pas? Pour moi, l'exercice fondamental à réaliser, c'est l'exercice du schéma réactionnel qu'on vient de voir. Trop bien. C'est vraiment cet exercice-là où à la fin on s'aperçoit que notre sentiment créé du fait de nos émotions, c'est le manque de confiance en soi, c'est travailler sur ses peurs. Moi, il y a un truc que je vois là-dessus, qui je trouve marche pour moi, et ça doit marcher aussi, je pense, pour plein de gens, mais d'avoir des petits succès, tu vois, euh, moi, en gros, je suis perpétuellement dans l'action pour être satisfait de ce que je fais et de me dire, c'est bien, tu bouges, tu vois, t'es en mouvement. Et tant que je suis en mouvement, moi, ça va, tu vois, j'ai confiance. Mais à l'inverse, dès que je suis dans l'inaction, en gros, je perds confiance en moi parce que je n'ai pas accompli des choses, je prends pas des risques, tu vois. Et ces risques-là, moi, ils me font trop kiffer. Et à l'inverse, c'est comme ça que je trouve, tu vois, un peu mon épanouissement là-dessus. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, Alexis. Il faut se lancer. Au début, ce sera dur. La première prise de parole, elle sera peut-être ratée. La deuxième, elle sera toujours mieux que la première. La troisième, elle sera hyper bonne. La quatrième, elle sera encore ratée. Mais finalement, faut travailler aussi avec ces échecs, se dire que les mauvaises prises de parole, ça arrive à tout le monde. Il faut vraiment relativiser là-dessus et se pousser à s'entraîner comme tu l'as fait, Alexis. C'est vraiment un beau boulot de se pousser à s'améliorer, à saisir les occasions pour prendre la parole. Et ensuite, pour répondre encore à ta peur du jugement, j'aimerais dire tout simplement qu'il faut aussi accepter son imperfection. Dites-vous, ce que je viens de dire, c'est que vraiment personne n'est parfait. Acceptez que vous allez faire des erreurs et que cela va vous rendre vraiment plus fort, va vous apprendre.
je vais pas répéter évidemment la citation si connue, on grandit de ses erreurs. Mais n'oubliez pas que surmonter la peur du jugement des autres, ça peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et prenez des mesures progressives, exactement comme ce que tu as fait, Alexis, pour vous sentir de plus en plus à l'aise dans des situations sociales. Génial, magnifique. Merci pour tous ces conseils. Je pense que c'est des sujets qu'on n'aborde pas trop, je trouve. Tu as la prise de parole, le stress, etc. Et pourtant, c'est les sujets qui marchent le mieux là sur mon podcast. Tous les épisodes sur ce sujet-là marchent super bien. Et tu vois, toute cette partie jugement, confiance en soi, c'est des choses qui sont abordées de manière très succincte, je trouve, ou même qui sont peut-être des sujets un peu tabous, où les gens ont du mal à en parler, et pourtant qui sont présents partout. Donc j'espère que ça aura aidé, ou même parlé, ou résonné pour certaines des personnes qui nous écoutent. Et j'espère que tu as pu, je suis sûr, aider certains juste avec ta douce voix. Donc merci pour ça, Laurane. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Donc ça peut être un conseil sur la prise de parole, sur l'entrepreneuriat, sur le pro, le perso, ce que tu veux. Tout ce que je peux vous dire, c'est lancez-vous. Vous le ferez peut-être mal, vous le ferez peut-être de manière maladroite comme ce que j'ai fait, mais c'est comme ça qu'on parvient à la réussite. C'est de se lancer. Trop bien, passe à l'action. Plaisir sera le mot de fin. Merci à toi, Laurane. Merci Alexis, j'ai passé un super moment. Moi aussi. À très vite. Prends soin de toi. Merci. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.